Imagine un instant que tu te réveilles un matin et que tu te demandes, sincèrement, avec toute la douceur que tu peux te porter, est-ce que je vis vraiment ma vie ou est-ce que je la traverse simplement? Cette question, je l'ai entendue des centaines de fois dans mon cabinet, formulée de 1000 façons différentes, avec des mots parfois maladroits, parfois très précis, mais toujours avec la même intensité dans le regard. Et cette question, elle se pose souvent avec une acuité particulière après 60 ans. Aujourd'hui, je voudrais qu'on passe un moment ensemble autour de quelque chose d'essentiel. Comment retrouver ta joie et ton autonomie après 60 ans? Non pas comme un défi à relever, non pas comme une performance à accomplir, mais comme un chemin à emprunter doucement, avec bienveillance envers toi-même. Je sais que ce sujet peut toucher des endroits sensibles. Peut-être que tu traverses une période de transition. Peut-être que des enfants ont quitté la maison, peut-être qu'un travail s'est terminé, peut-être qu'une relation a changé de forme, ou qu'un deuil est venu modifier le paysage de ta vie. Peut-être que tu regardes dans le miroir et que tu te demandes qui est cette personne en face de toi, et ce qu'elle a encore envie de vivre, de créer, de ressentir. Ce que je veux te dire dès le départ, c'est ceci. Ce que tu ressens est profondément humain. Et le fait que tu sois là, à écouter, à chercher, à te poser des questions, cela dit quelque chose de très beau sur toi. Cela dit que tu n'as pas renoncé, que quelque chose en toi croit encore à la possibilité d'une vie plus légère, plus pleine, plus à toi. Alors installe-toi confortablement. Laisse ton corps se détendre un peu. Et laisse ton corps se détendre un peu, comme je le ferais avec un ami, avec quelqu'un que je respecte profondément et à qui je veux offrir le meilleur de ce que j'ai appris au fil des années, au fil des rencontres, au fil de mes propres expériences aussi. Parce que oui, moi aussi je vieillis, moi aussi je traverse des étapes. Et c'est peut-être ce qui me permet de te parler de tout cela avec autant de conviction. Commençons par quelque chose de fondamental. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement, après 60 ans, dans notre rapport à nous-mêmes, à notre identité, à notre sens de la vie. Il y a une psychologue américaine que j'admire beaucoup, qui disait que le vieillissement n'est pas une décroissance, c'est une transformation. Et cette nuance est capitale, parce que dans notre culture, on a tendance à associer le vieillissement à une perte. On perd de la vitesse, on perd de la mémoire, on perd des rôles sociaux, on perd des proches. Et toutes ces pertes sont réelles. Je ne vais pas te dire le contraire. Elles méritent d'être reconnues, pleurées parfois, traversées avec soin. Mais si on s'arrête là, si on ne voit que ce qui part, on passe à côté de quelque chose d'immense. On passe à côté de ce qui arrive. Et ce qui arrive, après 60 ans, c'est souvent une liberté que l'on n'avait jamais connue auparavant. Une liberté qui fait peur, parfois parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Mais une liberté réelle, pense à toutes les années où tu as vécu pour les autres, pour tes enfants, pour ton employeur, pour les attentes de ta famille, pour les normes de la société. Toutes ces années où tu te demandais ce que les autres pensaient de toi, où tu ajustais ton comportement, ta façon de t'habiller, de parler, de rire en fonction du regard extérieur. Après 60 ans, quelque chose commence à changer. Progressivement, ce regard extérieur perd de son pouvoir. Et c'est là que la vraie question émerge. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Cette question peut sembler simple, elle ne l'est pas. Parce que beaucoup de personnes que je rencontre, après une vie entière à répondre aux besoins des autres, ne savent plus très bien ce qu'elles désirent pour elles-mêmes. Elles ont oublié, ou plutôt, elles n'ont jamais vraiment eu le temps d'apprendre à se connaître à ce niveau-là. Je me souviens d'une femme, appelons-la Marguerite, qui est venue me voir quelques mois après sa retraite. Elle avait 63 ans, elle avait travaillé toute sa vie dans l'enseignement. Elle avait élevé 3 enfants, elle avait été une épouse présente, une mère dévouée, une professeure appréciée. Et le jour où tout cela s'est arrêté, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Je ne sais pas qui je suis quand je ne suis utile à personne ». Cette phrase, elle résume quelque chose que beaucoup d'entre nous portent sans le formuler. Nous avons construit notre identité sur ce que nous faisions, sur les rôles que nous jouions, sur notre utilité pour le monde. Et quand ces rôles se terminent ou se transforment, nous nous retrouvons face à une question existentielle profonde. Qui suis-je en dehors de tout ça? Et c'est là, précisément là, que commence le travail. Pas un travail douloureux,
Pas un travail de thérapie intensive, mais un travail doux, curieux, patient. Un travail d'exploration de soi. La première chose que je veux te proposer, c'est de changer le regard que tu portes sur cette période de ta vie. Au lieu de la voir comme une fin, comme un déclin, je t'invite à la voir comme une saison. Et chaque saison a sa beauté propre, ses couleurs particulières, ses cadeaux spécifiques. L'automne n'est pas une version appauvrie de l'été. L'automne est magnifique en lui-même, avec ses lumières dorées, avec la profondeur qu'il apporte, avec cette façon qu'il a de rendre les choses plus intenses, plus précieuses. Et la sagesse qui vient avec l'âge, cette capacité à voir les choses, avec plus de recul, à ne plus se laisser emporter par les petites agitations du quotidien. À savoir ce qui compte vraiment, c'est un cadeau immense. Mais pour accéder à ce cadeau, il faut d'abord traverser quelque chose. Il faut traverser le deuil de ce qu'on était, de ce qu'on faisait, de ce qu'on espérait, peut-être encore accomplir et qui ne sera plus possible. Ce deuil est nécessaire. Il est sain et il mérite d'être honoré. Dans la psychologie du vieillissement, il y a un concept que j'aime beaucoup, celui de l'intégration du moi. C'est une idée développée par le psychologue Erik Erikson, qui a décrit les grandes étapes de la vie. Et selon lui, la tâche principale de la vieillesse, c'est d'arriver à regarder sa vie dans son ensemble, avec ses joies et ses erreurs, ses succès et ses regrets, et de pouvoir dire « oui, c'était ma vie », et dans l'ensemble, elle avait du sens. Ceux qui y parviennent trouvent une paix intérieure profonde. Ceux qui n'y parviennent pas tombent souvent dans ce qu'Erikson appelait le désespoir, le sentiment que la vie a été gâchée, que le temps manque pour tout recommencer. Mais voilà ce que j'ai appris au fil des années. Cette intégration n'est pas une destination qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas. C'est un processus qu'on peut commencer à n'importe quel moment, et il n'est jamais trop tard pour regarder sa vie avec plus de douceur, pour recontextualiser des épisodes douloureux, pour reconnaître ce qu'on a accompli, pour pardonner à soi-même et aux autres. Alors parlons de joie, parlons de ce mot magnifique et parfois intimidant. Parce que la joie, après 60 ans, ce n'est pas la même chose que la joie à 20 ans. Et c'est tant mieux. À 20 ans, la joie est souvent bruyante, intense, fugace. Elle ressemble à une explosion de lumière. Elle est liée à l'excitation, à la nouveauté, à l'intensité des émotions. Après 60 ans, la joie change de nature. Elle devient plus tranquille, plus profonde, plus durable. Elle ressemble moins à un feu d'artifice et plus à une lumière constante, douce, qui réchauffe de l'intérieur. Les chercheurs en psychologie positive ont étudié ce phénomène et ils ont découvert quelque chose de très intéressant. Avec l'âge, les gens ont tendance à ressentir plus d'émotions positives et moins d'émotions négatives. Pas parce que leur vie est objectivement plus facile, mais parce que leur rapport aux émotions change. Ils apprennent à savourer davantage. Ils apprennent à laisser passer les petites contrariétés. Ils développent ce que les psychologues appellent la régulation émotionnelle, cette capacité à ne pas se laisser submerger par ce qui ne mérite pas d'être submergé. C'est ce qu'on appelle parfois le paradoxe du vieillissement émotionnel. On vieillit, et pourtant on va souvent mieux, émotionnellement parlant. Pas toujours, bien sûr. Pas sans effort, pas sans traverser des épreuves. Mais la tendance générale est là. Alors pourquoi certaines personnes ne vivent pas cette joie? Pourquoi certaines personnes, après 60 ans, se sentent perdues, vides, sans direction? Il y a plusieurs raisons à cela, et je voudrais en explorer quelques-unes avec toi, parce que les comprendre, c'est déjà commencer à les transformer. La première raison, c'est l'isolement. Et je ne parle pas seulement de l'isolement physique, du fait de vivre seul ou de voir peu de gens. Je parle aussi de l'isolement intérieur, de ce sentiment d'être coupé de soi-même, de ses propres désirs, de ses propres émotions. Quand on a passé des décennies à fonctionner sur le mode automatique, à faire ce qu'il faut faire, à remplir ses obligations, on perd parfois le contact avec sa vie intérieure. Et ce contact, il faut le retrouver. Doucement, patiemment. La deuxième raison, c'est la comparaison. On compare sa vie actuelle à ce qu'elle était avant, à ce qu'elle aurait pu être, à ce que vivent les autres. Et cette comparaison est presque toujours source de souffrance, parce qu'on compare toujours notre intérieur avec toutes ses nuances et ses complexités, à l'extérieur des autres.
qui ne montrent que ce qui est présentable. La troisième raison, c'est la peur. La peur de l'avenir, la peur de la maladie, la peur de la dépendance, la peur de la mort. Ces peurs sont légitimes. Elles méritent d'être reconnues. Mais quand elles prennent trop de place, quand elles colonisent le présent, elles nous empêchent de vivre le moment qui est là, devant nous, avec toutes ses possibilités. Et la quatrième raison, peut-être la plus subtile, c'est la croyance que la joie est quelque chose qui arrive, quelque chose qui dépend des circonstances extérieures. Que si les conditions sont bonnes, si la santé est là, si les relations sont harmonieuses, si l'argent est suffisant, alors la joie sera là. Et si ces conditions ne sont pas réunies, alors la joie est impossible. Cette croyance est fausse, et je vais t'expliquer pourquoi. La joie n'est pas un état qui dépend uniquement des circonstances. La joie est une pratique. La joie est quelque chose qu'on cultive, qu'on nourrit, qu'on choisit, dans une certaine mesure. Pas toujours, pas entièrement, je ne vais pas tomber dans la naïveté de te dire que tu peux être heureux en toutes circonstances si tu le décides simplement. Ce serait faux et ce serait irrespectueux de ta réalité. Mais je peux te dire, avec toute la conviction que m'ont donné des années de pratique clinique et de recherche, que la joie dépend beaucoup plus de notre façon de nous rapporter à la vie que de la vie elle-même. Si ce que je partage avec toi résonne, si tu sens que ces mots t'aident à voir les choses un peu différemment, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour qu'on puisse continuer ce chemin ensemble. Chaque épisode est une nouvelle occasion d'aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur. Maintenant, parlons d'autonomie. Parce que la joie et l'autonomie sont profondément liées, on ne peut pas vraiment être joyeux si on ne se sent pas libre. Et la liberté dont je parle n'est pas la liberté de faire n'importe quoi, n'importe quand. C'est la liberté intérieure. C'est le sentiment d'être l'auteur de sa propre vie, de faire des choix qui correspondent à ses vraies valeurs, de ne plus vivre uniquement en réaction aux attentes des autres. L'autonomie, après 60 ans, c'est quelque chose qui peut se cultiver de manière très concrète. Et je voudrais te donner quelques pistes, pas comme une liste de choses à faire, mais comme des invitations à explorer. La première invitation, c'est de te reconnecter à ce qui te donne de l'énergie. Pas ce qui est utile, pas ce qui est raisonnable, pas ce que les autres trouvent admirable, mais ce qui, quand tu le fais, te donne l'impression d'être vivant, d'être toi-même, d'être à ta place. Ça peut être quelque chose de très simple. Une promenade dans la nature, la lecture, la cuisine, la musique, le jardinage, une conversation profonde avec quelqu'un que tu aimes, ces petites choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Je me souviens d'un homme, appelons-le René, 67 ans, ancien ingénieur, qui était venu me voir parce qu'il se sentait inutile depuis sa retraite. Il avait l'impression que sa vie n'avait plus de sens. Et au cours de nos conversations, on a découvert ensemble qu'il avait une passion enfouie depuis l'adolescence. La photographie. Il avait arrêté à 20 ans, parce que c'était pas sérieux, parce qu'il fallait travailler, parce que la vie avait pris d'autres directions. Et quand il a recommencé, à 67 ans, quelque chose s'est réveillé en lui. Pas seulement la joie de photographier, mais quelque chose de plus profond, le sentiment d'être en contact avec une partie de lui-même qu'il avait cru perdue. Ce que René m'a appris, c'est que nos passions ne meurent pas. Elles attendent. Elles sont patientes. Et il suffit parfois de leur donner un peu d'espace pour qu'elles reviennent, avec toute leur vitalité. Alors je te pose cette question, doucement, sans pression. Qu'est-ce qui attendait en toi? Qu'est-ce que tu as mis de côté? Pas parce que tu n'en avais plus envie, mais parce que la vie ne te laissait pas le temps, l'espace, la permission. Peut-être est-il temps de lui donner cette permission. La deuxième invitation, c'est de cultiver tes relations de manière intentionnelle. Parce que les relations humaines sont l'une des sources les plus puissantes de joie et de sens. Et après 60 ans, les relations changent. Certaines s'éteignent, naturellement. D'autres se renforcent, et de nouvelles peuvent naître là où on ne les attendait pas. La recherche en psychologie est très claire là-dessus. Les personnes qui vieillissent bien, qui restent vitales et heureuses, sont celles qui maintiennent des liens sociaux de qualité, pas nécessairement beaucoup de liens, mais des liens profonds, authentiques, nourrissants. Et voilà quelque chose d'important. Après 60 ans, on a souvent moins de patience pour les relations superficielles. On n'a plus envie de perdre du temps
avec des gens qui nous drainent, qui nous jugent, qui ne nous voient pas vraiment. Et c'est sain, c'est une forme de sagesse. La vie est précieuse, et on a le droit de choisir avec qui on la partage. Mais attention, il y a un piège. Parfois, cette exigence de qualité peut mener à un retrait progressif. On attend dans la relation parfaite la conversation idéale, et en attendant, on se retrouve seul. Alors il faut trouver l'équilibre. Être sélectif, oui, mais rester ouvert, curieux, disponible pour la rencontre. Et les nouvelles rencontres, après 60 ans, elles ont quelque chose de particulier. Elles sont souvent plus authentiques, parce qu'on n'a plus besoin de se montrer sous son meilleur jour, parce qu'on n'a plus rien à prouver. On peut simplement être soi-même, et c'est là que les vraies connexions se créent. La troisième invitation, c'est d'apprendre à habiter le présent. Je sais que tu as peut-être déjà entendu parler de pleine conscience, de mindfulness. Ces mots sont devenus tellement courants qu'ils ont parfois perdu leur saveur. Mais derrière ces mots, il y a quelque chose de profondément vrai et de profondément utile. Nous passons une grande partie de notre vie dans notre tête, dans le passé, à ruminer ce qui s'est passé, à rejouer des scènes, à se demander si on aurait pu faire autrement. Ou dans le futur, à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver, à planifier, à anticiper. Et pendant tout ce temps, la vie se passe maintenant, ici dans ce moment précis. Habiter le présent, ce n'est pas ignorer le passé ou le futur. C'est simplement ne pas les laisser dévorer le seul moment où on est vraiment vivant, qui est maintenant. Et il y a quelque chose de très particulier avec l'âge. Le temps devient plus précieux. On le sent passer différemment. Et cette conscience du temps qui passe peut être une source d'angoisse, ou elle peut être une invitation à savourer davantage, à vraiment goûter le café du matin, à vraiment regarder le visage de la personne qu'on aime, à vraiment écouter la musique qu'on met dans les oreilles, à vraiment sentir le soleil sur la peau. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas du déni, c'est une forme de sagesse très ancienne que toutes les traditions spirituelles du monde ont reconnue. La vie est dans le présent, toujours. Seulement, je voudrais maintenant aborder quelque chose de plus difficile, mais d'essentiel. Je voudrais parler des regrets, parce que les regrets font partie de la vie après 60 ans. Ils sont là, souvent, dans les moments de silence, les chemins qu'on n'a pas pris, les mots qu'on n'a pas dits, les amours qu'on a laissés passer, les rêves qu'on a abandonnés, les erreurs qu'on a commises et qu'on ne peut plus réparer. Les regrets sont douloureux. Et pourtant, ils peuvent aussi être une source d'enseignement, si on sait les regarder de la bonne façon. Il y a une distinction importante que je fais souvent avec mes patients entre les regrets d'action et les regrets d'inaction. Les regrets d'action, ce sont les regrets pour ce qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû faire. Les regrets d'inaction, ce sont les regrets pour ce qu'on n'a pas fait et qu'on aurait voulu faire. Et la recherche montre quelque chose de fascinant. Avec le temps, les regrets d'inaction tendent à peser plus lourd que les regrets d'action. On finit par pardonner plus facilement ce qu'on a fait que ce qu'on n'a pas osé faire. Ce que cela nous dit, c'est que l'audace, même imparfaite, même maladroite, vaut mieux que la prudence paralysante. Et cette leçon, il n'est jamais trop tard pour l'appliquer, parce que, voilà quelque chose que je veux te dire avec toute la force dont je suis capable. Il n'est pas trop tard. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton âge, quelles que soient les erreurs du passé, il n'est pas trop tard pour vivre une vie qui te ressemble davantage. Pour dire ce que tu as à dire, pour faire ce que tu as envie de faire, pour être qui tu es vraiment. Je sais que parfois ça semble impossible. Je sais que parfois les circonstances sont difficiles, que la santé n'est pas au rendez-vous, que les ressources sont limitées, que les relations sont compliquées. Je ne minimise pas ces réalités. Mais dans chaque situation, même la plus contrainte, il y a toujours un espace de liberté. Un espace, même petit, où on peut faire un choix différent, penser une pensée différente, se regarder avec un peu plus de douceur. Si tu sens que ce voyage intérieur te parle, que ces réflexions t'ouvrent quelque chose, pense à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. On avance ensemble, et chaque partage est une façon de dire que cette exploration compte. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle la réconciliation avec soi-même, parce que c'est peut-être là le cœur de tout ce dont on parle aujourd'hui. Beaucoup de personnes après 60 ans portent un regard très sévère sur leur vie.
Elles voient les erreurs plus facilement que les réussites. Elles se souviennent des moments où elles n'ont pas été à la hauteur de leurs propres idéaux. Elles gardent en mémoire les blessures qu'elles ont causées, même involontairement, aux personnes qu'elles aimaient. Et ce regard sévère, ce regard de juge intérieur, est une source énorme de souffrance. La réconciliation avec soi-même, c'est apprendre à se regarder avec les mêmes yeux bienveillants qu'on poserait sur un ami cher. Pas avec des yeux naïfs, pas en niant les erreurs, mais en les replaçant dans leur contexte, en reconnaissant qu'on a fait de son mieux, avec ce qu'on était, avec ce qu'on savait, avec les ressources qu'on avait à ce moment-là. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai lue un jour et qui m'a frappé. Nous faisons tous de notre mieux avec le niveau de conscience que nous avons à chaque moment de notre vie. Et quand notre conscience s'élève, quand on comprend mieux, on agit mieux. Mais on ne peut pas agir avec la sagesse d'aujourd'hui dans les situations d'hier. Se pardonner, ce n'est pas se donner une excuse. Se pardonner, c'est reconnaître notre humanité. C'est accepter qu'on est imparfait, comme tous les êtres humains, et que cette imperfection ne nous rend pas indignes d'amour, de respect, de joie. Ce processus de réconciliation prend du temps. Il ne se fait pas en une journée, mais chaque petit pas dans cette direction allège quelque chose. Chaque moment où on se dit, avec douceur, j'ai fait ce que je pouvais, libère un peu d'énergie qui était figée dans la culpabilité ou la honte. Et cette énergie libérée, elle peut alors être investie dans ce qui compte vraiment, dans les relations, dans les projets, dans la joie. Je voudrais aussi parler du corps, parce qu'on ne peut pas parler de joie et d'autonomie après 60 ans sans parler du corps. Le corps change. C'est une réalité incontournable. Il devient plus lent, parfois plus douloureux, moins prévisible. Et notre rapport à notre corps peut devenir une source de frustration, de tristesse, voire de honte. Mais voilà ce que je veux te proposer, et si on changeait la façon dont on regarde son corps, pas comme un ennemi qui nous trahit, pas comme une machine qui se dégrade, mais comme un compagnon fidèle qui nous a portés pendant toutes ces décennies, qui a traversé avec nous toutes les épreuves, tous les plaisirs, toutes les aventures de notre vie. Ton corps, avec toutes ses marques, toutes ses cicatrices, toutes ses rondeurs et ses aspérités, est la preuve vivante de tout ce que tu as vécu. Et il mérite, lui aussi, une forme de gratitude et de bienveillance. Prendre soin de son corps après 60 ans, ce n'est pas essayer de ressembler à ce qu'on était à 40 ans. C'est écouter ce dont il a besoin maintenant. Le mouvement doux, l'alimentation qui nourrit, le repos qui restaure, les sensations qui font plaisir. C'est lui parler avec gentillesse, intérieurement, plutôt qu'avec ce regard critique qu'on porte souvent sur lui. Et le mouvement, en particulier, est quelque chose d'extraordinaire. La recherche est unanime. L'activité physique régulière, même douce, même modérée, est l'une des meilleures choses qu'on puisse faire pour son bien-être mental après 60 ans. Pas pour maigrir, pas pour performer, mais parce que le mouvement libère des endorphines, réduit le stress, améliore le sommeil, renforce l'estime de soi et maintient le lien entre le corps et l'esprit. Une promenade de 30 minutes dans la nature, du yoga doux, de la natation, de la danse, pourquoi pas. Ces activités ne sont pas des obligations, ce sont des cadeaux qu'on se fait. Maintenant, je voudrais aborder un sujet qui est souvent évité, mais qui est profondément important. Je voudrais parler du sens. Après 60 ans, la question du sens devient souvent plus urgente, plus pressante. Qu'est-ce que j'ai accompli? À quoi a servi ma vie? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Ces questions peuvent faire peur, mais elles peuvent aussi être des guides extraordinaires. Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration et qui a fondé la logothérapie, disait que l'être humain peut supporter presque n'importe quoi s'il y trouve un sens. Et cette vérité que j'ai vérifiée des centaines de fois dans ma pratique me semble plus pertinente que jamais après 60 ans. Le sens ne vient pas de l'extérieur. Il ne nous est pas donné par la société, par la religion, par les autres. Le sens, on le construit, on le trouve dans nos valeurs, dans nos relations, dans ce qu'on crée, dans ce qu'on transmet. Et après 60 ans, on a souvent beaucoup à transmettre. Des expériences, des sagesses, des histoires, des compétences. Et cette transmission peut être une source immense de sens et de joie.
Je pense à tous ces grands-parents qui accompagnent leurs petits-enfants dans leurs premiers pas, leurs premières questions, leurs premières découvertes. Je pense à ces personnes qui s'engagent dans le bénévolat, qui mettent leurs compétences au service d'une cause qui leur tient à cœur. Je pense à ceux qui écrivent, qui peignent, qui jardinent, qui créent quelque chose qui n'existait pas avant eux. Toutes ces façons de dire « j'étais là, j'ai contribué, ma vie a eu une signification ». Le sens peut aussi se trouver dans la contemplation, dans la capacité à s'émerveiller, dans le fait de regarder un coucher de soleil et de ressentir quelque chose de plus grand que soi, dans la lecture d'un poème qui touche quelque chose de profond, dans une conversation où deux êtres humains se rejoignent vraiment, se comprennent vraiment, se voient vraiment. Ces moments de sens, ces moments de connexion avec quelque chose de plus grand, sont accessibles à tous, quel que soit l'état de santé, quel que soit le contexte de vie. Et les cultiver, les rechercher activement, est l'une des choses les plus importantes qu'on puisse faire pour son bien-être. Je voudrais aussi parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui est la question de la vulnérabilité. Parce que vieillir, c'est aussi accepter de devenir plus vulnérable. Et dans notre culture qui valorise la force, l'indépendance, la performance, cette vulnérabilité peut être vécue comme une honte, mais la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. La vulnérabilité est la condition même de la connexion humaine. On ne peut pas vraiment se connecter à l'autre si on ne lui montre pas quelque chose de vrai, quelque chose de fragile. La vulnérabilité est le langage du cœur. Accepter sa vulnérabilité, après 60 ans, c'est accepter d'avoir besoin des autres parfois. C'est accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler. C'est accepter que certaines choses nous touchent, nous émeuvent, nous font pleurer. Et c'est dans cette acceptation qu'on trouve paradoxalement une force nouvelle, une force qui n'est plus basée sur la résistance, mais sur l'ouverture. Il y a une image que j'aime beaucoup, celle du roseau dans le vent. Le roseau ne résiste pas au vent. Il se plie, il se courbe, il danse avec le vent. Et c'est précisément parce qu'il ne résiste pas qu'il ne se brise pas. Alors que l'arbre rigide, lui, peut se briser dans la tempête. La résilience, après 60 ans, ressemble à ça. Pas à la rigidité de celui qui dit « je suis fort, rien ne m'atteint », mais à la souplesse de celui qui dit « je suis touché, je plie et je me relève ». Si ces réflexions t'accompagnent dans ton chemin, si tu sens qu'elles t'apportent quelque chose de précieux, je t'invite à laisser un commentaire, à partager ce que tu ressens, à dire ce qui résonne pour toi. Ces échanges sont précieux pour moi et ils peuvent aussi aider d'autres personnes qui se reconnaissent dans ce que tu vis. Parlons maintenant de quelque chose de très pratique. Parlons de ce qu'on peut faire, concrètement, chaque jour, pour cultiver cette joie et cette autonomie dont on parle. La première pratique que je recommande, c'est ce que j'appelle le rendez-vous avec soi-même. Chaque jour, même quelques minutes, prendre le temps de s'asseoir tranquillement, de poser le téléphone, d'éteindre la télévision et de simplement être là avec soi-même. Pas nécessairement méditer dans le sens formel du terme. Simplement être. Observeur ce qui se passe à l'intérieur. Quelles émotions sont là? Quelles pensées traversent l'esprit? Quel est l'état du corps? Ce rendez-vous quotidien avec soi-même est un acte de respect envers sa propre vie intérieure. C'est une façon de dire « je compte ». Ce qui se passe en moi compte. Je mérite cette attention. La deuxième pratique, c'est ce que j'appelle le journal de gratitude. Je sais, tu as peut-être déjà entendu ça, mais laisse-moi t'en parler d'une façon un peu différente. La gratitude dont je parle n'est pas une liste de grandes choses pour lesquelles on devrait se sentir reconnaissant. C'est une attention portée aux petites choses, aux micro-moments de beauté, de plaisir, de connexion qui ponctuent chaque journée et qu'on laisse souvent passer sans les remarquer. Le goût du café du matin, la lumière qui entre par la fenêtre, un sourire d'inconnu dans la rue, une phrase dans un livre qui touche juste. Ces petites choses, quand on commence à les remarquer, quand on leur donne de l'espace dans sa conscience, elles changent la texture de la vie. Elles la rendent plus riche, plus colorée, plus vivante. La troisième pratique, c'est ce que j'appelle l'acte de bonté intentionnelle. Chaque jour, faire quelque chose de gentil pour quelqu'un. Pas nécessairement quelque chose de grand. Un message à un ami qu'on n'a pas contacté depuis longtemps.
Un compliment sincère à quelqu'un. Aider quelqu'un qui en a besoin. Écouter vraiment quelqu'un qui parle. Ces actes de bonté ont un effet double. Ils font du bien à celui qui les reçoit, bien sûr, mais ils font aussi du bien à celui qui les donne. La recherche le montre clairement. Donner aux autres est l'une des sources les plus fiables de bien-être personnel. Pas parce qu'on s'oublie soi-même, mais parce qu'on se reconnecte à ce qui est le plus humain en nous. La capacité à prendre soin. La quatrième pratique, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau régulièrement. Le cerveau, on le sait maintenant, reste plastique tout au long de la vie. Il peut continuer à créer de nouvelles connexions, à apprendre, à s'adapter, à se transformer, et cette plasticité est stimulée par la nouveauté, par le défi, par l'apprentissage. Apprendre une nouvelle langue, jouer d'un instrument, commencer à peindre, apprendre à cuisiner des plats d'une culture différente, suivre un cours en ligne sur un sujet qui t'intéresse. Ces activités ne sont pas seulement agréables, elles sont aussi une façon de dire à son cerveau « Tu es toujours vivant, tu es toujours capable, tu peux encore grandir ». Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait d'être débutant à quelque chose. Quand on est débutant, on n'a pas d'attente à satisfaire, on n'a pas de réputation à défendre. On peut se tromper, recommencer, rire de ses maladresses. C'est une légèreté que les adultes ont souvent perdue et qu'on peut retrouver dans l'apprentissage. La cinquième pratique, c'est de se créer des rituels qui donnent de la structure et du sens à la journée. Après la retraite, après que les enfants ont quitté la maison, après que les grandes obligations se sont allégées, certaines personnes se retrouvent face à des journées qui s'étendent sans structure, et cette absence de structure peut devenir une source d'anxiété. Les rituels, même simples, donnent un rythme à la vie. Une promenade le matin, un thé l'après-midi, un appel hebdomadaire à un ami, une soirée cinéma le vendredi. Ces petits rituels créent des ancres dans le temps, des moments qu'on attend, qu'on apprécie, qui donnent une forme à la semaine. Maintenant, je voudrais parler de quelque chose que j'aborde rarement en public, mais qui me semble essentiel dans ce contexte. Je voudrais parler de la solitude. La solitude, après 60 ans, peut prendre plusieurs visages. Il y a la solitude choisie, celle qu'on s'offre comme un cadeau, un espace de ressourcement, de réflexion, de contact avec soi-même, et il y a la solitude subie, celle qui s'impose, qui pèse, qui isole. La solitude choisie est précieuse, elle est nécessaire. Tout être humain a besoin de moments seul avec lui-même pour se retrouver, pour recharger ses batteries, pour entendre sa propre voix intérieure. La solitude subie, en revanche, peut être très douloureuse et elle est malheureusement très répandue après 60 ans. Les enfants partis, les amis qui s'éloignent ou qui disparaissent, les collègues de travail qu'on ne voit plus, le réseau social qui se rétrécit. Cette solitude est une réalité que beaucoup vivent en silence, parfois avec honte, comme si c'était le signe d'un échec personnel. Mais la solitude n'est pas un échec. La solitude est souvent le résultat de circonstances de vie, de transition, de perte, et elle peut être traversée, transformée, allégée. Comment? En faisant un pas vers l'autre, même quand c'est difficile, même quand on a peur d'être rejeté, même quand on ne sait pas trop comment s'y prendre. Un message, un coup de téléphone, une participation à une activité de groupe, un sourire dans la rue, et aussi en apprenant à apprécier sa propre compagnie. Parce que si on ne supporte pas d'être seul avec soi-même, si le silence intérieur est insupportable, c'est souvent le signe qu'il y a quelque chose à explorer là, quelque chose à apprivoiser. Et cette exploration peut être très fructueuse. Je voudrais maintenant te parler d'une chose qui me touche profondément et qui concerne la façon dont on se raconte sa propre histoire. Chacun de nous a une histoire de vie, faite de chapitres joyeux et de chapitres difficiles, de personnages aimants et de personnages blessants, de moments de gloire et de moments de honte. Et la façon dont on se raconte cette histoire a un impact énorme sur notre bien-être. Il y a des personnes qui se racontent leur histoire comme une série de victimisations. Elles ont été victimes de leurs parents, de leurs partenaires, de la société, des circonstances. Et dans cette narration, elles n'ont aucun pouvoir, aucune agentivité. Elles sont simplement portées par les événements. Il y a d'autres personnes
qui se racontent leur histoire comme une suite d'erreurs et d'échecs. Elles ont toujours mal fait, toujours mal choisi, toujours déçu. Et dans cette narration, elles sont leurs propres bourreaux. Et puis il y a ceux qui apprennent à se raconter leur histoire différemment. Pas en niant les difficultés, pas en effaçant les souffrances, mais en y trouvant aussi les ressources, les apprentissages, les transformations. En voyant comment les épreuves les ont rendus plus forts, plus empathiques, plus sages. En reconnaissant leur propre rôle actif dans leur vie, leurs choix, leurs efforts, leur courage. Cette dernière façon de se raconter n'est pas de la pensée positive naïve. C'est ce que les psychologues appellent la narration résiliente. Et elle est transformatrice. Je t'invite à essayer quelque chose. Prends un moment, dans les prochains jours, pour écrire quelques pages sur ta vie. Pas pour raconter ce qui s'est passé, mais pour raconter ce que ça t'a appris, ce que tu as surmonté, ce que tu as construit, ce que tu as donné, ce dont tu es fier, même secrètement, même timidement. Tu pourrais être surpris de ce que tu trouves. Je voudrais aborder maintenant un dernier grand thème avant de conclure. Je voudrais parler de la mort, pas de manière morbide, pas de manière anxiogène, mais de manière honnête et douce. Après 60 ans, la conscience de la mort devient plus présente. On perd des proches, on ressent les limites de son corps, on calcule parfois, malgré soi, combien d'années il reste, et cette conscience peut être paralysante, ou elle peut être libératrice. Les philosophes et les sages de toutes les traditions ont dit la même chose. C'est la conscience de notre finitude qui donne à la vie toute sa saveur, toute son urgence, toute sa beauté. C'est parce que les fleurs se fanent qu'elles sont si belles. C'est parce que les moments passent qu'ils méritent d'être pleinement vécus. La mort n'est pas l'ennemi de la vie. La mort est ce qui donne à la vie son intensité, son sens, sa préciosité. Et apprendre à vivre avec cette conscience, sans en être écrasé, c'est l'une des tâches les plus profondes et les plus libératrices qu'on puisse accomplir. Il y a une pratique que certaines traditions bouddhistes proposent, qui consiste à méditer sur sa propre mort, à se demander « Si je savais que je n'ai plus que 6 mois à vivre, qu'est-ce que je changerais dans ma vie? Qu'est-ce que je ferais que je ne fais pas? Qu'est-ce que je cesserais de faire? Qu'est-ce que je dirais à ceux que j'aime ?» Je ne te propose pas de faire cet exercice de façon anxieuse, mais de le faire de façon contemplative, comme une invitation à clarifier ce qui compte vraiment pour toi. Parce que souvent, cette clarifiée c'est libératrice. Elle nous aide à voir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et elle nous donne le courage de vivre en accord avec nos vraies valeurs, maintenant, sans attendre. Voilà, nous approchons de la fin de ce voyage ensemble. Et je voudrais prendre ces dernières minutes pour rassembler les fils de tout ce qu'on a exploré. Nous avons parlé du regard qu'on porte sur cette période de la vie et de l'importance de la voir comme une transformation plutôt que comme un déclin. Nous avons parlé de la joie, de sa nature qui change avec l'âge et du fait qu'elle est une pratique, pas seulement une circonstance. Nous avons parlé de l'autonomie, de la reconnexion à ce qui nous donne de l'énergie, de la cultivation des relations, de l'importance d'habiter le présent. Nous avons parlé des regrets et de la façon de les traverser avec sagesse, de la réconciliation avec soi-même et de la douceur qu'on peut apprendre à se porter, du corps et de la gratitude qu'on peut lui offrir, du sens et de la transmission comme source de joie profonde, de la vulnérabilité et de la force paradoxale qu'elle recèle. Nous avons parlé de pratiques concrètes, le rendez-vous avec soi-même, la gratitude pour les petites choses, les actes de bonté, l'apprentissage continu, les rituels qui donnent du rythme à la vie, de la solitude et de la façon de la traverser, de la narration de sa propre histoire et du pouvoir de se la raconter différemment, et enfin de la mort et de la façon dont sa conscience peut paradoxalement nous rendre plus vivants. Tout cela forme un chemin qui n'est pas droit, qui n'est pas facile, qui n'est pas le même pour tout le monde, mais un chemin qui est possible, un chemin qui est à ta portée. Et je veux finir avec quelque chose que je crois de tout mon cœur. Quelle que soit ta situation actuelle, quel que soit ce que tu as traversé, quelles que soient les difficultés qui sont encore là, devant toi, tu mérites de vivre une vie qui te ressemble. Tu mérites de la joie, tu mérites de la liberté, tu mérites d'être vu, entendu, aimé, pas parce que tu as tout réussi, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es humain, parce que tu es là, parce que tu cherches.
Et cette recherche en elle-même est déjà une forme de sagesse et de courage. Il y a une phrase que j'ai lue un jour et qui m'accompagne depuis. Elle dit: le plus beau voyage est celui qui nous ramène à nous-mêmes. Et c'est exactement ce que je te souhaite. Un voyage de retour à toi-même. Doux, patient, courageux. Un voyage qui te rappelle qui tu es vraiment, au-delà des rôles, au-delà des attentes, au-delà des peurs. Parce qu'après 60 ans, tu as tout ce qu'il faut pour ce voyage. L'expérience, la sagesse, la profondeur. Et maintenant, peut-être la permission de te mettre enfin en premier. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose en toi a été touché, éclairé ou simplement accompagné pendant cette heure, je t'invite à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami, un parent, quelqu'un que tu aimes et qui traverse une période de transition. Ces mots pourraient faire une différence pour lui aussi. On se retrouve dans le prochain épisode avec la même intention, t'accompagner vers une vie plus pleine, plus libre, plus toi. Prends soin de toi. Vraiment.